Bonjour et bienvenue à Chronoscaphe, l'émission qui fait voyager la bande dessinée dans le temps. Faisons juste un petit bond de 20 ans et rendons-nous en 2005. Que s'est-il passé dans le monde cette année-là? Le 26 mars, les femmes sont décidément liées à la mer. Après le record du tour du monde en solitaire battu par Hélène MacArthur, quelques semaines plus tôt, c'est Maude Fontenoy qui devient la première femme à traverser l'océan Pacifique à la rame en 72 jours. Le 2 avril, décès de Jean-Paul II, un pape qui aura indéniablement marqué le XXe siècle. Le 24 octobre, disparaît l'américaine Rosa Parks. 50 ans plus tôt, en pleine époque ségrégationniste, elle avait refusé de laisser sa place à un blanc dans un bus. Le 22 novembre, en Allemagne, Angela Merkel devient la première femme chancelière. L'année 2005 a été riche en parutions de bandes dessinées. Voici donc une sélection de quelques titres incontournables. Commençons par un splendide one-shot. Il s'agit de L'Aigle sans orteil. Il est signé au dessin comme au scénario par Lax. Juillet 1907. Amédée est un de ces soldats qui chérit à dos d'homme le matériel nécessaire à la construction de l'observatoire du Pic du Midi. Il rencontre Camille, un de ces messieurs de l'observatoire. Passionné par le Tour de France, la plus grande épreuve cycliste du monde, comme annoncé à sa création en 1903. Amédée n'est pas long à attraper le virus. Tout l'hiver durant, Amédée enchaîne les portages pour économiser l'argent nécessaire à l'achat de son premier vélo. Il prend tous les risques, jusqu'au jour où la montagne est la plus forte. Amédée passe une nuit entière dans les monts gelés. Il en sort vivant, mais amputé de tous ses orteils. Ce n'est que le début de son incroyable destinée, car il s'est juré de faire le Tour de France. Lax, de son vrai nom Christian Lacroix, aime passionnément le cyclisme et on le ressent à la lecture de cet album. Bon sang, quelle claque! Il y a d'abord la dimension épique de l'histoire de cet homme ordinaire, Amédée, dont le courage et l'abnégation forcent l'admiration. Ensuite, il y a cette histoire d'amitié entre les héros et Camille, vraiment saisissante. Et aussi, la belle histoire d'amour avec la douce Adeline. Ces personnages de fiction sont subtilement intégrés à l'histoire du Tour de France et ses authentiques forçats de la route, comme Tis, Garrigou ou Petit Breton. Les cols qui ont bâti la légende de la plus grande course du monde ne sont pas oubliés non plus. Le Tourmalet ou le Galibier, tous ces lieux mythiques sont magnifiés par le dessin de Lax. Le lecteur semble être réellement spectateur des courses. L'utilisation de la couleur est parfaite. L'auteur accentue ainsi les ambiances glaciales des rues d'hiver ou des torrides étés. Les amateurs de cyclisme seront sans nul doute ravis de lire L'Aigle sans orteil. Les autres, saisis par ce récit puissant, avec une fin qui ne laisse pas insensible. Merci à Lax pour cette bande dessinée, qui est l'un des plus beaux titres de la collection Air Libre chez Dubuis. Changeons complètement de registre maintenant. Je vais vous présenter une BD de celui que j'appelle l'auteur le plus drôle du monde, Guillaume Bouzard. Cette bande dessinée, c'est The Autobiography of Me Too Too. Au début des années 2000, il y a eu une sorte de mode où les dessinateurs et les auteurs se sont lancés dans les récits autobiographiques. Guillaume Bouzard a donc suivi le mouvement, mais à sa sauce, à savoir l'autodérision, qu'il manie à merveille. Pour la petite histoire, Bouzard vit au fin fond des Deux-Sèvres, près de la forêt de Chizé. À vrai dire, il n'y s'y passe pas grand-chose. En tout cas, pas de quoi exalter le lecteur avide de sensations fortes ou de larmes. Alors, l'auteur brode quelque peu avec la réalité. Et tant mieux, parce que pour ce qui est de la déconnade, il sait y faire le bougre. C'est avec des courtes histoires de 3-4 pages que l'auteur se raconte. Il évoque son quotidien de dessinateur à la maison ou dans les salons de bande dessinée. Il évoque aussi son amour pour le rock à travers des scènes désopilantes sur Motorhead ou les Ramones, ou encore dans les vides-greniers à la recherche du vinyle rare. Il y a aussi plusieurs histoires intitulées My Stupid Dog. Là, entre scènes floppy, son compte-chien, comme il l'appelle. Ce compte-chien est souvent habillé comme un homme et affublé d'un chapeau de paille. Il aime bien les chiennes des voisins, ce qui donne un passage loufoque avec une chute irrésistible. Floppy aime aussi jardiner, ce qui n'est quand même pas courant, faut avouer. Quand je vous disais que l'auteur brodait avec la réalité. Guillaume Bouzard a un style de dessin bien à lui, assez caricatural, qui convient à merveille avec la teneur des récits. Il a une bouille on ne peut plus sympathique. Des histoires farfelues, des dialogues vraiment drôles et une maîtrise totale de la chute font de Autobiography of Me Too Too l'une des bandes dessinées les plus drôles de l'année 2005. Et en plus, Guillaume Bouzard,
que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises, est une crème. Allez, on se fait une petite pause musicale. Voici un titre que l'auteur aime certainement, Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor. Nous sommes toujours à explorer les bandes dessinées marquantes de l'année 2005. Et c'est cette année-là que paraît le 4e tome de la série Le Sommet des Dieux, dessiné et scénarisé par Jiro Taniguchi, d'après le roman de Yumemakura Baku. Au Népal, Fukamashi trouve un appareil photo qui pourrait être celui de George Mallory, le premier alpiniste qui essaya de vaincre l'Everest, mais disparu pendant l'ascension en 1924. Il pense que l'alpiniste a été victime d'un tragique accident sur le chemin du retour. Fukamashi décide de partir sur cette trace afin de découvrir la vérité. Tandis que cet appareil photo attire les convoitises, Fukamashi entreprend de suivre en tant que photographe l'ascension clandestine de Abu Joriji sur la face sud-ouest de l'Everest. Abu accepte et Fukamashi le rejoint pour une période d'acclimatation à l'altitude. Ce 4e tome est à la hauteur des précédents, à savoir passionnant. Jiro Taniguchi nous offre une histoire mêlant habilement une intrigue presque policière à un fabuleux récit d'aventure où on le ressent l'ivresse des cimes et la soif des conquêtes des alpinistes. Pour donner une dimension encore plus haletante, l'auteur utilise un découpage très dynamique où les différents plans s'enchaînent à un rythme soutenu. Si Jiro Taniguchi a toujours excellé dans sa façon de raconter les histoires, il est aussi un virtuose des crayons. Les scènes d'escalade sont incroyablement réalistes. Le lecteur est captivé et s'accroche aux cordées en retenant son souffle. Les décors sont tout autant réalistes. L'Himalaya et son fameux Everest sont rendus dans le moindre détail. Si on devait donner un qualificatif pour ce manga, je dirais vertigineux. Le Sommet des Dieux a été adapté au cinéma en 2021 par Patrick Imbert, et ce, de manière fort réussie. Le grand écran permettant de sublimer ces paysages grandioses.
L'année 2005 est marquée par le tout premier épisode d'un comics qui a marqué l'histoire de la bande dessinée. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, un comics est une bande dessinée nord-américaine. Et le comics ne se limite pas aux histoires de super-héros. Cette série, c'est Walking Dead. Elle est scénarisée par Robert Kirkman et dessinée par Tony Moore et Charlie Adler. Le premier tome, intitulé Passé décomposé, débute par une fusillade entre des gangsters et des policiers. Parmi les policiers, il y a Rick Grimes, qui est sérieusement blessé au cours de cette fusillade, au point de tomber dans le coma. Quand Rick se réveille, il se trouve seul dans l'hôpital. Il en sort tant bien que mal et découvre avec effroi que le monde qu'il connaissait n'est plus. Les morts ne murmurent plus, mais errent à la recherche des derniers humains pour s'en repaître. Les zombies dominataires, on les appelle les rôdeurs ou les marcheurs. Après une rencontre fracassante avec Duane et son père Morgan, Rick décide de se rendre à Atlanta. Là-bas, dans une ville à proie au chaos, il va rencontrer d'autres survivants. Ainsi donc débute l'une des histoires post-apocalyptiques des plus réussies. Dès ce premier tome, Robert Kirkman pose les bases de ce qui fait sa force, les relations entre les personnages. Dans le Walking Dead, il n'y a pas vraiment de héros, juste des survivants qui doivent continuellement faire face à des situations périlleuses, faire des choix souvent douloureux. Les rapports humains peuvent être complexes en temps normal. Alors imaginez dans un monde dominé par les zombies, auquel on peut ajouter quelques psychopathes de la pire espèce. Comme dans toute histoire, il y a heureusement des gens bien. Rick, son fils Carl, le débrouillard Glenn, ces personnages sont attachants par leur personnalité, même si le lecteur se doute qu'à un moment ou un autre, ils peuvent devenir à leur tour des rôdeurs. Tony Moore est le dessinateur de ce premier tome. Charlie Adler lui succède à la fin de celui-ci. Le style est réaliste et très détaillé. Les amateurs d'hémoglobine et de tripes en auront pour leur compte. La série est intégralement en noir et blanc, ce qui renforce le côté sinistre de cette saga qui s'est achevée en 2020 avec le tome 33. Walking Dead a été adapté en série télévisée à partir de 2010. Cette série a connu un certain succès, avec pas moins de 11 saisons déjà diffusées. Une 12e devrait arriver l'année prochaine. Et si on se faisait une petite pause musicale, on écoute de Black Eyed Peas avec Mayhems. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Adana. Karen, they be sharing all their money. Got me wearing fly. Girl, but I ain't asking. They say they love my ass and 7 jeans, true religion. I say no, but they keep giving, so I keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on dating. I keep on demonstrating my love, my love, my love, my love. You love my lady lumps, my hump, my hump, my hump, my humps. They got you. She's got me spending. Oh, spending all your money on me and spending time on me. She's got me spending. Oh, spending all your money on me, on me. What you gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. What you gonna do with all that ass inside them jeans? I'ma make you scream, make you scream, make you scream. Cause of my hump, my hump, my hump, my hump. What? My hump, my hump, my hump. My lovely lady lumps. Check it out. I met a girl down at the disco. She said, hey, yeah, let's go. I could be your baby, you could be my honey. And let's spend time, not money. And mix your milk with my Cocoa Puff. Milky, milky cocoa. Mix your milk with my Cocoa Puff. Milky, milky, right? They say I'm really sexy. The boys, they wanna sex me. They always standing next to me, always dancing next to me, trying to feel my hump, looking at my lump. You can look, but you can't touch it. If you touch it, I'ma start some drama. You don't want no drama. No drama. No drama. So don't pull on my hand, boy. You ain't my man, boy. I'm just trying to dance, boy, and move my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump.
gonna do with all that junk inside that trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off this hump. What you gonna do with all that breasts inside that shirt? I'ma make you work, make you work, make you work. Nous sommes toujours à explorer les titres marquants de l'année 2005. Pierre Vess, le scénariste, et Nicolas Barral, le dessinateur, signent le premier tome de la série Les aventures de Philippe et Francis, Menace sur l'Empire. Mais que se passe-t-il donc à Londres, capitale de l'Empire britannique? Les femmes se révoltent et commettent des actions les plus délirantes les unes que les autres, comme refuser de faire la vaisselle ou de ne pas servir les toasts à la bonne température. By Jove! Qui ose donc troubler la sérénité et la stabilité de la stricte société anglaise? Et pourquoi? Philippe et Francis vont-ils réussir à empêcher l'effondrement des fondements et des valeurs de la civilisation britannique? N'y aura-t-il pas ce sinistre colonel Ulrich là-dessous? Les auteurs ont donc osé parodier l'une des plus grandes séries du 9e art, Black et Mortimer, d'Edgar P. Jacobs. Le pari est-il réussi? Oui, 100 fois oui. Mais quel régal que cette loufoque histoire! Pierre Vess décortique avec malice l'univers des deux héros britanniques. On retrouve le professeur Mortimer, Philippe, toujours aussi intelligent que dans la série Mère, mais quelque peu agité, gourmand comme pas deux. Francis Black, quant à lui, vit toujours chez sa mère, mais est un sérieux coureur de jupons. Le colonel Ulrich est irrésistible dans son rôle de méchant complètement stupide. On n'oubliera pas non plus Charquet, le garde du corps d'Ulrich qui s'adonne au point de croix, ou encore Nazir, le majordome qui mène la vie dure au professeur Mortimer. Le scénariste utilise aussi à merveille les cartouches qui étaient omniprésentes dans l'œuvre de Jacobs, et aussi un running gag qui fait mouche à chaque fois. Le dessin de Nicolas Barral contribue grandement à la réussite de ce pastiche. Nos deux héros sont vraiment de sacrée gueule. Les autres personnages, à commencer par Ulrich aussi. Le lecteur ne peut s'empêcher de faire référence aux vrais personnages et aussi à certaines scènes de l'album La Marque Jaune. Menace sur l'Empire est une histoire abracadabrante totalement réussie et vraiment poignante. Bravo aux auteurs. Espérons que Jacobs, de là où il est, ne s'est pas offusqué de cette délectable bande dessinée. Terminons notre voyage en cette année 2005 avec une série de science-fiction, Sillage, scénarisée par Jean-David Morvan et dessinée par Philippe Buchet. Nature humaine est le 8e tome de cette série tout public. Sillage est un immense convoi multiracial composé de nombreux vaisseaux spatiaux, partis à la recherche de planètes à coloniser. Véritable monde caravane se mouvant dans l'espace galactique. L'armada se constitue de luxueuses barges, de vaisseaux gîtes ou de bidons nefs, dirigés par un gouvernement constitué d'un représentant de chaque race. Lors de son passage proche d'une petite planète sauvage, Sillage recueille Navis, seule humaine de toute la galaxie et unique espèce immunisée au sondage mental. Au fil du temps et au gré de ses missions pour Sillage, Navis tente d'en savoir plus sur ses origines. Dans ce tome, Bobo et Snivel, les compagnons d'aventure de Navis, auraient trouvé d'autres humains sur une planète éloignée. La téméraire héroïne brave alors tous les interdits pour rencontrer enfin d'autres humains. Voici un nouveau tome qui tient toutes ses promesses. Jean-David Morvan signe un scénario bien ficelé. Il commence son récit par un drame, les obsèques du précepteur de Navis. Celle-ci touche profondément l'héroïne, qui va alors se vouer à cette nouvelle mission, très personnelle. Mais après une rencontre plutôt mouvementée avec les autres êtres humains, le scénariste va mettre en avant leur travers aux grandes dames de l'héroïne. Nature humaine est le titre qu'il fallait. Philippe Buchet est un grand dessinateur à l'imagination débordante. Si Navis est une jolie héroïne, Bobo une sorte de grand nounours protecteur et Snivel un robot un peu casse-pied mais qu'on aime quand même, c'est tout l'ensemble qui est magnifique. Des vaisseaux spatiaux en tout genre et une multitude d'espèces qui peuplent ce convoi. Dans la planète où se déroule cet épisode, le dessinateur nous offre aussi une magnifique flore exotique et colorée. De l'action, de la réflexion et une pointe d'humour, voici donc les ingrédients réunis pour faire passer au lecteur un bon moment. Voilà, notre voyage en cette année 2005 s'achève. Vous trouverez Sillage, Le Sommet des Dieux ou encore de Autobiography of Me Too à la médiathèque armée de Vim à Pornic. Chronoscaphe, c'est 2 samedis par mois à 10h sur Jade FM. À bientôt.
don't wanna go to school. I don't wanna go to school. I don't wanna go to school because the teacher's a jerk. He must spit on the floor. Go loin.